Je vais demander déjà aux deux autres hôtes, à Célesto d'activer son micro et à, à Sir Eric d'activer aussi son micro pour qu'on puisse véritablement commencer. Bonsoir à tous. Simon, je ne sais pas si le bruit c'est de ton côté. J'aimerais vraiment qu'on soit organisé. Donc, ça veut dire que pour l'instant, ceux qui ne sont pas les hôtes, n'activez pas vos micros, s'il vous plaît. Donc, au moment venu, je vous dirai. Et laissez tout juste les autres activer leur micro. Alors. Bienvenue à tous, bienvenue une fois de plus à tous. Si vous êtes nouveau dans ce meeting, alors on vous dit bienvenue. Vous pouvez retrouver ce meeting juste après sur la chaîne YouTube en intégrale. Voilà, donc pour ceux qui vont nous suivre soit sur Google Podcast, ceci est la deuxième partie du podcast de IoT Community. Et dans ce meeting, nous prenons des sujets du monde de l'IoT que nous décomposons et que nous rendons facile, pas de gros mots composés. Donc, moi, c'est Jordi Bayo, ou vous m'appelez Yondes tout simplement. Je suis votre hôte ce soir. Et avec moi, ce soir, j'ai deux autres hôtes. C'est Eric, spécialiste en système embarqué. Bonsoir, c'est Eric. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Mbayo. Et pour le privilège que vous m'accordez d'être parmi vous et parmi nous ce soir. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et encore, nous avons le troisième hôte qui est tout simplement notre chargé en communication pour la communauté. Il s'agit de M. Célesto Foguet. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le groupe. Oui, je suis Célesto Foguet, je suis en charge de la communication. Okay, bonsoir à tous encore, bonsoir encore. Okay. Donc, avant de commencer ce soir, comme vous l'avez promis dans la communauté, aujourd'hui nous parlons d'un sujet essentiel. Nous ne saurons parler de l'IoT sans parler de comment ça marche, sans parler de comment un système réel en IoT va fonctionner. Donc, avant de commencer, je laisserai le soin, donc pour que ce soit bien comme d'habitude, je laisserai le soin à nos différents invités de présenter leur background, de présenter leur expertise dans le domaine, leur passion, combien de fois ils sont passionnés, qu'est-ce qui leur a poussé, qu'est-ce qui les pousse vraiment à travailler dans ce domaine-là. Donc, je vais commencer avec Sir Eric, invité spécial. Vraiment, merci d'avoir rejoint, merci d'être avec nous ce soir. Donc, je vous passe la parole et pour que vous nous parliez un peu plus de votre besoin, je pense que c'est mieux pour cette soirée que vous présentiez vous-même. Bonsoir à tous, je m'appelle, je suis full stack développeur web, spécialiste dans le full stack orienté plus back-end. Je m'oriente aussi dans le système embarqué parce que j'ai un background en électronique. J'ai un bac F2. Depuis, j'ai fait mon secondaire en enseignement technique électronique plus particulièrement et je suis passionné par les systèmes embarqués. Et cette communauté, cette initiative que je soutiens bien sûr et que j'apprécie énormément me permet aussi à moi en tant que jeune de me permettre non seulement dans le développement des applications mais aussi dans la manipulation de l'environnement. C'est très fascinant de faire des logiciels, pas seulement pour que ce soit du localhost ou bien c'est des logiciels qui restent dans le cloud, mais des applications qui manipulent l'environnement. C'est ce pourquoi ce qui m'encourage, qui me motive à m'orienter dans le système embarqué. Alors, je ne veux pas dire grand-chose, le reste, je suis certifié IoT Cisco. Vous savez, Cisco, lui, fait dans le réseau. Et l'intérêt des objets est plus la mise en réseau de plusieurs nœuds, la mise en réseau des différents terminaux qui sont des objets. Alors, quand on dit Internet des objets ici, vous savez qu'on ne peut pas faire Internet sans réseau, c'est un réseau. Alors, bon, je suis certifié en IoT, je suis développeur web
comme je vous ai fait parler plus bas, mais j'ai aussi des passions un peu dire, parallèles en, en C, en Python. Merci. Wow. Merci beaucoup pour cette présentation, cher Eric. Euh, Merci vraiment d'être avec nous ce soir. OK. Donc, on va passer à Célestin Fourguet, notre chargé de communication que vous connaissez probablement déjà dans la communauté qui nous aide vraiment à pouvoir créer du contenu en ligne et qui nous aide à manager la communauté sur les différents réseaux sociaux, Facebook et autres. Monsieur Fourguet, bonsoir. Essayez de vous présenter, s'il vous plaît. OK. Donc, Monsieur Célesto, ouais, on vous écoute, on vous écoute. Désolé il y a des longs soucis de connexion et c'est pas et c'est après mon bac que moi je suis lancé dans l'informatique. OK. Ça m'a tiré. Il était passionné par ça. Étant donné que moi, c'est donc quand j'ai découvert le domaine de l'IoT, ça m'a vraiment capturé. Je me suis dit justement, je me suis dit à ce moment que quand je vais bon, qui était aussi engagé dans le domaine. Et il avait déjà beaucoup d'initiatives à cet effet, parmi lesquelles bon, il avait déjà initié l'idée de créer la communauté. Donc nous avons donc commencé. Moi, j'ai rejoint la communauté. Bon, j'ai rejoint la communauté parce que bon, dans une communauté là, le but d'une communauté, c'est de nous soutenir mutuellement et travailler seul. Bon, je travaille pas là, OK. je suis pas motivé. Je suis pas motivé. Par contre, quand c'est un groupe, bon, il y a tout ceci à travailler. D'accord. OK. Donc, Bon, en plus, les OK, je pense qu'on va essayer de stopper là parce que on a quelques soucis techniques. Bon, bref. L'essentiel est dit, vous connaissez déjà Célesto dans la communauté. Je ne sais pas pourquoi le réseau dérange aujourd'hui tellement. Voilà, en ce qui concerne Célesto, vous pourrez. tu commences ce soir. Oui, justement, le réseau dérange beaucoup. Merci. Donc, en résumé, vous êtes passionné par l'IoT et vous avez rejoint la communauté justement avec ce premier but-là, vous aider avec vos compétences en termes de communication et de création de contenu. Merci beaucoup. Donc, OK. Donc, pour continuer avec le programme de ce soir, nous parlons de comment un système IoT fonctionne, comment un système complet en IoT doit fonctionner. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne saurait parler d'IoT sans connaître au préalable comment ça fonctionne. Donc, si vous avez suivi le premier podcast ou le premier meeting que nous avons eu à faire, dans ce premier meeting, nous on parlait de c'est quoi l'IoT, qu'est-ce que l'IoT, what is IoT. Et ça, c'est juste une continuité de ce que nous avons eu à faire depuis le premier podcast. Donc, je vous invite à suivre ce premier podcast si vous ne l'avez pas encore suivi. Donc, aujourd'hui, nous avons pris 4 éléments essentiels. Donc, puisque un système IoT ou un système complet en IoT doit être composé de 4 éléments essentiels. Ces 4 éléments essentiels, c'est d'abord les dispositifs et les capteurs. Donc, ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, c'est la connectivité. Troisième élément, traitement de données. Quatrième élément, interface utilisateur. Donc, ça veut dire que si vous travaillez dans des systèmes IoT, vous serez invité à travailler avec ces quatre composants-là. Vous serez invité à travailler sur ces quatre composants. Peu importe, au travers de n'importe quelle technologie, vous serez invité à toucher ces quatre éléments si vous voulez réaliser concrètement un système réel en IoT. Donc, je vais commencer avec le premier élément qui est dispositif et capteur. Donc, ça permet tout simplement de collecter des données de l'environnement, capture de température ou bien plus complexe, on va parler peut-être des flux de vidéos et autres. Donc, on utilise des dispositifs capteurs. Par exemple, notre téléphone est composé de plusieurs capteurs. Notre téléphone est composé de plusieurs capteurs qui vont prendre des éléments du monde réel. Donc, à savoir, par exemple, votre caméra, votre micro, un gyroscope, peut-être un GPS, etc. Donc, après ça, bref, tous ces dispositifs et capteurs-là vont nous permettre de récolter des données du monde réel. Donc, d'après la définition que nous avons eu à voir depuis le premier podcast, on a vu qu'un système IoT, c'était la digitalisation du monde réel. Ça, c'est la définition avec laquelle nous avons pris une conclusion avec cette définition, digitalisation du monde réel. Donc, on commence par dispositifs et capteurs, prendre des éléments de l'environnement. Je pense que c'est clair actuellement. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est la connectivité. Donc, la connectivité, c'est tout simplement comment vous faites pour passer toutes ces données que vous avez des capteurs au cloud. Donc, comment on fait pour que ces données quittent des capteurs au cloud pour être traitées plus tard? Donc, c'est ça qu'on appelle connectivité. Et cette connectivité va être managée à travers plusieurs technologies. Ouais, je dirais ça comme ça, plusieurs technologies ou plusieurs façons d'utiliser cette technologie. Vous pouvez avoir les cellulaires satellites, du Wi-Fi, du Bluetooth ou d'autres réseaux que nous verrons plus tard, que nous verrons plus profondément, donc plus tard, dans d'autres podcasts. Nous parlerons de ça plus tard. Donc, à travers aussi un câble Ethernet, ça peut arriver. Donc, mais tous pour accomplir la même tâche, envoyer des données vers le cloud. Là, c'est vraiment rester dans l'idéologie d'un système IoT complet et réel. Donc, vous aurez besoin d'envoyer ces données vers le cloud. Donc, on tombe donc à la troisième partie qui est le traitement de ces données. Traiter ces données, processing data. Donc, traiter ces données, ça, il arrive des fois que quand les données sont au cloud, il y a maintenant, on fait intervenir des programmes ou des logiciels qui vont travailler sur les différentes données. Ces programmes ou ces logiciels sont soit peut-être écrits par nous, soit par exemple l'utilisation des API cloud et tout. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque ces données sont dans le cloud, vous devez traiter ces données. Et si vous partez sur des systèmes un peu plus compliqués, par exemple, vous avez le traitement des flux vidéo. Vous pouvez, par exemple, identifier quels sont les objets présents dans une vidéo, dans une image, dans la maison, etc. Si je prends, par exemple, le cas de température, lorsque vous avez capturé les températures, par un moyen, par une connectivité spécifique, vous envoyez ces données au cloud. Ensuite, vous devez traiter ces données avec le cloud. Maintenant, si la température est trop grande ou plus petite, plus grande ou plus petite du moins. Maintenant, il faudrait que l'utilisateur puisse intervenir à un moment donné pour, par exemple, soit hausser, soit diminuer, soit consulter ces données. Donc là, c'est donc la quatrième partie qui est l'interface utilisateur. Très important. Donc l'interface utilisateur, nous tombons donc dans cette quatrième partie qui est l'interface utilisateur. Ici, l'utilisateur peut recevoir ces données traitées déjà dans le cloud à travers des différentes manières, voilà, les utilisateurs finaux, à travers différentes manières. Ça peut être par email, par texte, par message, ou tout simplement par un contenu graphique homme-machine, ou bien tout simplement, je dirais, une interface homme-machine, si vous voulez. Donc, ces interfaces, ça peut être soit sur des devices, sur des dispositifs mobiles, soit peut-être dans votre navigateur, ou peu importe. Donc, avec
l'évolution des technologies, on commence à avoir des interfaces utilisateurs, pas seulement niveau téléphone et navigateur. Donc, on commence aussi à voir dans les voitures autonomes, dans des montres, sur des montres, pardon. Donc, à tous les niveaux, ce qui est sûr, c'est que vous aurez besoin, par exemple, de créer cette interface homme-machine-là pour que l'utilisateur final ou le end-user puisse consulter ces données. Et à un moment donné, on se dit, l'application n'est pas une licence. Donc, l'utilisateur n'aura pas seulement besoin de consulter ces données, mais il aura peut-être besoin de pouvoir modifier ces données-là. Et modifier ces données, ça revient donc à faire le chemin inverse. Donc, de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, dispositif capteur, collectivité, traitement des données, ensuite interface utilisateur. Donc, on va partir de l'interface d'utilisateur et remonter jusqu'à la première couche. Donc, voilà donc ainsi présenté les 4 composants d'un système IoT concret, réel, du monde actuel, du monde de la technologie actuelle. Bref, dans tous les cas, vous ne pourrez faire un système IoT sans toucher forcément à ces 4 dispositifs-là. Donc, ces dispositifs, ces composants-là que nous avons cités, que j'ai essayé d'éclaircir, ce sont des composants que nous allons toucher plus tard dans d'autres podcasts, etc. Essayer d'entrer plus fond, toucher les technologies et tout. Donc là, présenter ces 4 technologies, on va causer, on va parler avec Sir Eric pour qu'il essaye de mieux nous édifier sur ces différents composants, les 4 différents composants, de nous donner à travers des exemples et ce qu'il a eu à expérimenter. Sir Eric, c'est à vous, je pense. Ok, merci. Je vous écoute. Monsieur Bayou, vous m'écoutez? Ok, je vous écoute très bien. Donc, je vais vous passer. Okay. D'accord. Ok, permettez-moi, monsieur Bayou, de partager mon écran. D'accord. Si possible. J'aimerais de résumer au moins un résumé ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que vous avez dit beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Et j'aimerais que de façon très simple, nous puissions comprendre exactement ce que vous êtes en train de dire, des débats depuis, de parler depuis. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Si c'est le cas, vous écrivez dans le groupe de chat. Est-ce que tout le monde aperçoit l'écran? Ok, je suppose que tout le monde le fait. Ok, je voudrais que nous observions attentivement cette vidéo parce que ici, elle résume le fonctionnement des systèmes IoT et elle va bien nous expliquer. Alors, regardez ici le papa et la maman, mom and dad. Quand ils arrivent au niveau de la maison, le garage s'ouvre automatiquement. Vous voyez ce qui est pointé à 7 heures. Ouais. Vous voyez qu'il y a un ensemble de capteurs qui sont dans la maison. La maman arrive. Elle programme directement le micro-ondes. Voilà. Avec son smartphone. Normalement, ici, elle dépose un capteur. Vous voyez, la chambre, l'éclairage s'arrête quand ça ne dit aucune personne à l'intérieur. Ici, on voit un réfrigérateur qui fait l'inventaire. Wow. Ce smartphone, la mère a augmenté le volume dans la chambre du garçon pour l'obliger à sortir. Observez, la voiture en train de faire le bilan. Frein, huile, essence, niveau d'eau. Ouais, ça notifie le papa qu'il faut encore plus. Voilà.
Le capteur détecte la fumée, il ouvre le garage. Ça veut dire détecter la fumée du gaz, ça veut dire que en état à un démarrage. Ouais, justement. Il ouvre le congélateur, il ne ferme pas. Ça le notifie que le congélateur n'est pas bien fermé. N'est pas bien fermé. Il rentre, que le congélateur, voilà, il le ferme normalement. Ok, super. Alors, ça ne détecte pas l'occupant à la maison. Ça diminue le chauffage, la consommation du chauffage pour consommer en énergie. Je localise l'homme à un bureau, automatiquement, ça démarre sa machine, ça lance un ensemble de mécanismes et d'opérations. Vous voyez que la réunion a été transférée à la deuxième chambre, à la deuxième salle de conférence. Ici, une voiture détecte une plaque et automatiquement régule la vitesse de la voiture à 35. La mère sait que son enfant et sa fille sont en classe. Voilà, le technicien avait la maison pour dépanner. Il a un QR code que l'entreprise a envoyé pour ici des finances. Et ça nous suffit, le papa au bureau, il autorise et il a l'accès pour faire son job. Détecteur de fumée, il y a des détecteurs de fumée un peu de partout, comme vous voyez là. Détecteur d'occupation et détecteur d'occupation qui conditionne l'éclairage d'une chambre ou pas. Ici, ça fait les inventaires, il manque de riz et d'œufs. Et ça notifie à la maman que les œufs sont en dessous du stock normal. Voilà. Ouais. Il faut que vous compreniez un peu bien, un peu un ensemble de choses. Vous voyez qu'avant qu'elle arrive, elle n'a pas passé de commande. Elle avait passé la commande depuis étant dans la voiture. Oui, justement. Voilà. Des capteurs. Des capteurs. On ne voit pas des fils là qui interconnectent tous ces capteurs. Lone Sprinkles. Normalement. Les grands-parents arrivent. Authentification biométrique. Approuvé. Ouverture de la porte. Ça notifie aux enfants que les parents sont déjà là. Le père et le garçon laissent le football pour venir recevoir les grands-parents. Maison intelligente, quoi. Ouais, vraiment, la maison du futur. On a l'impression que la vie est... La porte se ferme à 20h. Lockdown. Home occupé. Là, il détecte une présence. Et dès qu'il détecte les présences, il était automatique. Et c'est la fin de notre vidéo. Wow. Wow. Merci. Ok. Déjà, c'est un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et M. Bayo tout à l'heure m'interrogeait à savoir déjà de parler à propos des capteurs. Vous avez vu tout à l'heure quand on voyait notre vidéo, on voyait d'autres films, on a vu qu'il y a des capteurs un peu de partout. Il y a le capteur sur une voiture, il y a le capteur partout. Alors, qu'est-ce qui permet à nos différentes applications de pouvoir interagir avec l'environnement? C'est cette capacité de récupérer les informations qui viennent de l'environnement et de décider à des différents actionneurs. On va définir ces mots-clés au fur et à mesure. Alors, le capteur, lui, il est là pour récupérer, pour acquérir des informations. L'actionnaire, lui, il est là pour opérer une action. Par exemple, ici, là, on a vu tout à l'heure, quand il a démarré la voiture, il y a eu détection de gaz provenant du tuyau d'échappement. Automatiquement, la portière... Il y a eu un moniteur complet de la voiture, quoi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le capteur a détecté le gaz et il a actionné, il a donné un ordre via le microcontrôleur, via l'organe intelligent qui a donné un ordre à l'actionneur de ouvrir la grille. Tu comprends? Ouais. Alors,
J'aimerais, si vous permettez bien, de vous montrer ce que j'ai préparé aujourd'hui pour vous. Monsieur Mayo, j'espère que si tu vous dans le canevas. Non, justement, vous êtes là, vous êtes tout. Ok, merci. Alors, je vais vous présenter ici les étapes d'un projet, les étapes d'un système. Comment ça fonctionne, un système? Le système, qu'est-ce qui permet d'interagir, qu'est-ce qui permet de manipuler l'environnement? Manipuler l'environnement, ce n'est pas seulement actionner un garage, non. C'est-à-dire que c'est un processus qui quitte depuis l'acquisition de l'information, le transfert de cette information vers l'organe intelligent, le traitement de la donnée, l'obtention de l'information de la donnée. Vous savez qu'il y a une différence entre la donnée et l'information. L'obtention de l'information, de la donnée qui a été récupérée par le capteur et ainsi l'exploitation de la donnée d'information par l'application. Alors, vous voyez ici, en cette étape, ici, on a le capteur. Par exemple, tout à l'heure, on a vu le garçon, il a ouvert son congélateur. Il a ouvert le congélateur, il a pris du lait et il n'a pas fermé complètement. Le capteur a détecté que ce n'était pas enclenché parce que la porte, le battant du congélateur devait s'appuyer sur un actionneur. Et il n'y a pas eu le cas. Le capteur a détecté donc la température qui s'échappait de la zone et notifier l'enfant que la porte a notifié l'enfant que le congélateur n'est pas fermé. Alors, il y a tout un trafic, il y a toute une communication qui a été établie, c'est-à-dire quittant du capteur, détection de la non-fermeture du battant, le transfert via le réseau, via l'organe intelligent, l'obtention de la donnée. La donnée peut être un binaire, un 0 pour dire que le portail est fermé, un 1 pour dire qu'il est ouvert. Alors, l'organe intelligent détecte que le 1 veut dire, là, c'est ça qui est l'information. Parce que la donnée, c'est 0 ou 1 au niveau de l'organe intelligent. Alors maintenant, quelle est l'information qu'on interprète de ça? Quand c'est 1, le batteur est ouvert. Quand c'est 0, le batteur est fermé. Et après cette information, il y a maintenant ce qu'on appelle l'exploitation. C'est là où on dit à notre système intelligent que si le batteur est ouvert, alors notifie la personne. N'oublions pas aussi qu'il y a tellement de capteurs. Bon, on peut même savoir qui a ouvert, on peut savoir ce qui est à l'intérieur. Bon, ce qui nous environne est bourré de capteurs. Bon, le capteur, l'acteur et toutes ces différentes étapes que M. Bayo a citées tout à l'heure sont très importantes. J'espère que vous voyez mon écran. Alors, qu'est-ce que les composants de l'IoT? Alors, une solution IoT s'articule autour de 5 composants essentiels. On a les objets, les capteurs, bien sûr, comme on parlait tout à l'heure. Le réseau, qui est la connectivité, très importante. Parce que le plus important n'est pas d'acquérir l'information. On va avoir un capteur autonome. Alors, qu'est-ce qu'un capteur autonome? Un capteur autonome, c'est celui-là qui, sans intervention externe, est capable d'acquérir une information. Alors, on peut avoir des capteurs, on a un réseau qui nous permet de connecter, d'interconnecter non seulement les capteurs entre eux, mais aussi de connecter ce capteur-là à un organe intelligent qui peut être un microprocesseur, qui peut être tant de choses. On va parler de ça. Il y a la donnée, qui est le troisième composant essentiel, l'information et l'application d'exploitation, comme j'ai expliqué tout à l'heure. J'espère que je ne vais pas très vite, M. Bayo. Non, il n'y a pas de souci, c'est très bien expliqué. J'espère que je ne vais pas très vite. Non, c'est très bien expliqué. Ce que nous, on doit comprendre tout simplement, c'est que le fonctionnement d'un système IoT quitte depuis l'acquisition de l'information, le transfert de l'information, le traitement de l'information, de la donnée, pardon, autant pour moi, l'obtention de l'information. Bon, ça dit que l'acquisition de la donnée, le transfert de la donnée, le traitement de la donnée, l'obtention de l'information venant de la donnée et le traitement par l'application. C'est ça le fonctionnement de base d'un système IoT. Alors, connectivité, ça peut être par Wi-Fi, par Bluetooth, par câble Ethernet, comme M. Bayo disait tout à l'heure, par câble Ethernet. Ça peut être connecté via Zigbee. Autant de technologies, ouais. Autant de technologies. Alors, et tout ça peut être hébergé sur un cloud. Le cloud est le cloud héberge en son sein un serveur
C'est ça que j'appelle l'organe intelligent. Un serveur qui a un microprocesseur et tout. Ça peut être même un Raspberry complet qu'on a déployé. Ouais. Un cluster de Il traite Raspberry. l'information. Voilà, un Raspberry la donnée venant du capteur en passant par le réseau. Quand on voit par exemple sur ce schéma, j'espère que vous voyez, on a l'objet. Vous voyez ici, il y a l'objet. Regardez au niveau du réseau d'objets. On a l'objet, le petit cercle, c'est l'objet qui peut être un capteur. Et laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs types de capteurs. Il y a le capteur intelligent. C'est-à-dire qu'il fait d'abord au préalable. Il fait d'abord un traitement préalable en local. Il y a les capteurs qui sont passifs. Quand ils récupèrent l'information, ils transmettent directement à l'organe de traitement. Et ici, vous voyez, j'ai mis l'objet, il y a les intelligents, il y a les connectés. Et j'ai mis le média, je vois que ici, c'est le sans fil. Mais dans ce cas-ci, c'est le sans fil. Mais d'autres cas, on peut avoir un capteur connecté par câble réseau, par câble RG45. On est ensemble? Ouais. Dans ce cas, si on a fait une simulation passant par du Wi-Fi, et si on a une passerelle qui est un peu la deuxième étape, de la connectivité, alors, lorsqu'on monte au niveau de l'hébergement, on stocke l'information là-bas. On stocke la donnée là-bas, qui est dans le cloud, où nous avons nos serveurs de base de données, nous avons nos serveurs de traitement. Et ensuite, nous traitons l'information, nous traitons la donnée et nous obtenons l'information. Et cela, et enfin, l'applicatif, on a la fourniture des services. La fourniture des services, ici, là, c'est le décisionnel en fonction de l'information acquise des données. C'est très simple. Bon, initialement, un simple développeur qui veut être passionné des systèmes embarqués, qui veut impacter sur l'environnement, doit comprendre que tout ce qu'il a besoin, c'est détecter, c'est acquérir le changement d'environnement, Ouais, capturer en numérique, l'interpréter en numérique, l'interpréter en information et décider, tout simplement. Bon, je peux prendre un cas de manière basique. Supposons un peu que nous avons notre congélateur à la maison qui n'est pas intelligent. Et nous désirons le rendre intelligent. Vous savez que de nos jours, on a des dispositifs là qui sont capables potentiellement de programmer le démarrage et l'arrêt d'un congélateur. Alors, nous on veut rendre notre congélateur très intelligent. Il suffit déjà d'abord que je peux mettre un capteur de température, de plus dans mon congélateur qui n'est pas intelligent. Déjà, je mets un capteur de température. Déjà, qui pour récupérer l'information, pour récupérer la température venant du congélateur. Ensuite, si j'ai déjà cette information, je peux donner, passant par un Wi-Fi, bien sûr, je peux mettre peut-être un émetteur Wi-Fi. Et au niveau de ma cellule intelligente, de mon Raspberry, j'ai une carte réseau Wi-Fi, une carte Wi-Fi que je vais détecter le Wi-Fi venant du capteur. Je veux récupérer, je veux traiter l'information et je veux ordonner à l'actionnaire qui peut être un interrupteur au niveau de l'alimentation que arrête-moi, déconnecte-moi le courant, déconnecte-moi le congélateur de la source électrique, tout simplement. Et ça fait en sorte que le congélateur atteint une certaine température, il y a arrêt. Wow. Tout simplement, voilà un TP qui est très simple. J'espère qu'avec le temps, nous aurons beaucoup d'autres choses qu'on va discuter. Monsieur Bayo, je suis à votre disposition et je vous remets la parole dans la prochaine intervention. Merci. D'accord. Ok, je pense que ça a été très bien expliqué. On va repasser en mode. Là, je vais passer en mode administrateur. Ok. Manage participant.
Voilà, je pense que tout le monde peut voir mon écran maintenant. Ouais. Donc, je pense que ça a été très, très bien expliqué. Ça a résumé euh, globalement de quoi il était question. Donc, euh, dans votre explication de tout à l'heure, j'aimerais vraiment que vous réactivez votre micro et j'aimerais vraiment parler encore des, 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 des capteurs intelligents dont vous avez mentionné tout à l'heure. Je me rappelle une fois avec vous et un autre spécialiste en système embarqué et système IoT, monsieur Cogné-Joël, je pense. On parlait donc de ces capteurs intelligents-là qui sont capables par eux-mêmes d'acquérir la donnée et de gérer la connectivité eux-mêmes. Donc, ces capteurs-là qui sont assez intelligents, qui n'ont pas besoin d'un autre relais. Donc, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette notion parce que je pense que actuellement, c'est des trucs qui sont pas très utilisés dans notre contexte ici, africain. Et donc, on devrait penser le plus souvent. Donc, Ok, merci. Déjà, il y a plusieurs types de capteurs. J'expliquais, j'ai un peu catégorisé ça en disant qu'il y a des capteurs intelligents. Il y a le capteur intelligent, le capteur passif. Bon, le capteur intelligent ou actif et le capteur passif. Alors, le capteur intelligent, lui, il fait un traitement préalable à son sens. Ça veut dire qu'un capteur intelligent, c'est par exemple déjà un système un montage ou un circuit électronique que nous, ensemble, nous avons mis en place. Par exemple, nous pouvons déjà mettre un capteur qui a une batterie en son sein et qui a un microcontrôleur lui-même dans son ensemble. ouais, On se comprend, M. Bayo? ouais, ça. Ça veut dire que le capteur lui-même a déjà un microcontrôleur déjà ensemble. Ça veut dire qu'il récupère l'information, lui-même il peut déjà traiter et il envoie que l'essentiel. Il envoie que l'essentiel au niveau de la cellule intelligente. Le capteur, lui, actif, le capteur passif, lui, il récupère, il envoie de manière brute. C'est pour cela que tout à l'heure, quand il parlait des capteurs intelligents, je vous faisais allusion juste au fait qu'il récupère l'information, il la traite, il envoie seulement ce qui lui est important au serveur. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais. Ouais, c'est bien répondu. Euh, J'espère. pour donner un exemple, pour mieux expliquer ça, ce jour-là, vous nous avez parlé de certains types de capteurs, puisqu'on parlait d'un projet d'agriculture. Donc, et on se disait, oui, parce que je pense que c'est bien de prendre un exemple aussi illustratif que celui-là, pour que ce soit plus compréhensif. Donc, ce jour, on parlait d'agriculture et on se disait, si vous voulez par exemple faire un champ, est-ce qu'on va mettre des capteurs à chaque dans le champ pour par exemple récupérer le taux d'humidité du sol. Et ça devenait très coûteux déjà, et il fallait passer par un relais pour envoyer les données au serveur. Donc maintenant, on se dit, l'idée qu'on a eu ce jour, c'est penser donc à ces capteurs intelligents. Un capteur qui peut lui-même se déplacer peut-être dans un champ, qui peut se déplacer dans un champ et prendre donc ces mesures à chaque 1 mètre ou chaque 2 mètres selon une valeur bien donnée. Donc, se déplacer automatiquement, capturer et envoyer de lui-même. Donc, ça qui avait éveillé mon attention et je pense que penser à ça, c'est pour à penser un peu à la robotique et à d'autres applications de l'IoT, justement. Donc, c'est vraiment ça l'idéal, à ce qu'on aimerait, ça c'est vraiment ce qu'on aimerait arriver, utiliser des capteurs intelligents parce que jusqu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des capteurs standards. Lorsque vous achetez par exemple votre kit Arduino ou votre kit Raspberry, vous avez un certain nombre de capteurs à l'intérieur. Si on prend par exemple le cas des températures de tout à l'heure, vous avez par exemple un DHT11 que vous allez utiliser pour une position, pour une pièce dans la maison. Là, si il peut par exemple se déplacer. On n'aura pas besoin à ce moment, par exemple, d'un autre relais. Quand je parle de relais, je pense à un routeur ou tout simplement une source de connexion. De lui-même, il est capable de connexion, il peut se déplacer, il peut récupérer
les mesures seules et envoyer ce qui est nécessaire. Donc, je pense que vraiment revenir sur ça, ça a été vraiment efficace. C'était vraiment bien. Alors, la dernière fois que lorsqu'on a eu cet entretien, par rapport à cet entretien, on avait parlé des réseaux de capteurs. Alors, le réseau est un maillage, un ensemble, tout est qui, de manière très intelligente, sur un algorithme très précis, pouvait se choisir entre eux, se définir entre eux et acquérir des données et les traiter. Il était question aussi, sur ces réseaux de capteurs en question, d'intégrer dans chaque capteur une intelligence pour alléger la tâche. Par exemple, si nous prenons par exemple les données du sol, comme on parlait de l'agriculture, nous mettons un capteur là, nous disposons d'un capteur qui va récupérer la température du sol. Imaginez-vous un seul instant le nombre de données qu'il pourra acquérir en une minute. Big data. C'est énorme parce que en même en une minute, on n'aura pas une pertinence d'information. On peut avoir des évolutions presque horizontales. On peut avoir des évolutions presque horizontales. On se comprend. Alors, il était dans question que le capteur s'active, se met en veille et s'active uniquement lorsqu'il y a changement d'état. Lorsqu'il y a changement d'état. Lorsqu'il y a changement d'état, ouais, ça c'est aussi. Oui, uniquement là où il y a changement d'état. Ça veut dire que en son sein, je peux dire, je ne veux pas imbriquer le capteur dans le capteur, mais le capteur tout entier qui est un système embarqué, lorsqu'il y a changement d'état, là, il active tout le mécanisme de traitement de l'information et de l'envoi au niveau du système intelligent. Ouais. Vous voyez? Mais quand il n'y a pas changement d'état, il reste en stand-by. Ça fait économie en batterie parce que ces capteurs, pareil, sont autonomes en énergie. Oui. Parce que jusqu'ici, le défi, c'est son autonomie en énergie. Parce que vous imaginez-vous un seul instant un capteur qui fonctionne à la source électrique, c'est un problème. C'est un très gros problème. Le défi actuel dans le monde, c'est que ces capteurs soient autonomes en termes d'énergie. Et l'objectif, c'est de minimiser la consommation d'énergie. On se comprend? Ouais. Alors, dans l'autre cas où on parlait du champ, on parlait de l'agriculture, il était question que dans ce maillage de capteurs, dans ce groupe, dans ce réseau de capteurs, on devait juste prendre, par exemple, je prends par exemple le cas de la vidéo que vous avez vue tout à l'heure à la maison. Vous avez vu que cette maison a tellement de capteurs. Tellement. Vous avez vu. Et en fonction de la présence, du changement de l'environnement, les capteurs s'activaient. Le capteur, la détection de la présence de l'occupation de la maison. L'occupation de la maison qui activait et qui éteignait l'éclairage. C'est un capteur. Quand il n'y a pas de changement, il ne dérange pas, mais il ne s'active pas. Lorsqu'il y a changement, il y a une présence. Peut-être qu'un autre capteur de l'autre côté a détecté le bruit, détecté un bruit. Il y a l'autre qui a fait une analyse thermique de la maison. Il a détecté une présence thermique. Automatiquement, celui qui actionne a commencé le travail. On se comprend? Ouais, justement. J'espère qu'on se comprend. Si les autres ont des problèmes, ils peuvent dire dans le chat. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont le... Non, on y arrive, il n'y a pas de souci. Donc, bref, pour résumer, je pense que nous sommes entrés peut-être très profond, mais pour résumer, ce que Eric aimerait expliquer dans cette partie, c'est juste dire, comme nous, quand on pensait à l'agriculture, on voulait mettre des capteurs dans le champ. Et maintenant, là, il se pose des questions d'économie, économie en énergie et tout. Voilà, on se dit, est-ce que c'est pas bien d'utiliser un capteur intelligent? Le capteur intelligent, c'est comme on vous l'a expliqué, c'est un capteur qui est autonome en termes de batterie, d'énergie, de transmission des données, etc. Donc, ce capteur, lui, il est autonome et il ne s'active que lorsque c'est nécessaire. Donc, si, par exemple, comme l'exemple que Eric a pris tout à l'heure, donc dans la maison, vous avez par exemple un détecteur de fumée. Donc, lui, il va rester régulièrement, par exemple, en veille et il ne va peut-être s'activer que lorsque
c'est nécessaire lorsqu'il peut-être y a fumé. Donc, il va pas monitorer à tout moment parce que ces capteurs-là aussi ont une durée de vie et s'ils sont activés tout le temps, ça fait que la durée de vie est très courte. Donc, ça, c'est ce que vous avez, je pense que c'est ce que vous venez d'apporter. Oui, c'est un peu ça. Et je propose vraiment qu'à la prochaine séance, que nous ayons des cas pratiques, un cas pratique pour cette situation, pour ce cas de simulation, en tout cas pour un cas, pour mieux illustrer cela. Merci. Justement. D'accord. Donc, on a parlé des dispositifs de capteurs. Je pense que, bon, au niveau de la connectivité, ça a été aussi bien expliqué. Bon, on va arriver, on y arrive avec d'autres meetings et d'autres podcasts. On va essayer de prendre de chaque technologie, essayer d'en parler et essayer peut-être d'appliquer, comme vous venez de dire, donc d'appliquer à travers des cas concrets. Donc, il y a un GitHub pour la communauté et là-bas, vous trouverez du code, soit peut-être Arduino en fonction des projets. Et on avait dit, il y a une communauté Slack pour ceux qui veulent travailler, où vous pouvez travailler sur les 4 projets qui existent. Donc, au niveau de la connectivité, nous avons plusieurs types de connectivité qu'on a cité tout à l'heure, des choses comme le Bluetooth, Bluetooth, Wi-Fi, Internet et tout. Lorsqu'on parle d'objets intelligents, c'est vraiment des objets du quotidien. Donc, de votre baffle Sonos à la maison où vous jouez du son à travers le Bluetooth avec votre téléphone. Donc, c'est déjà intelligent puisque ça utilise ce genre de connectivité là aussi. Ensuite, on a parlé de traitement de données. Au niveau du traitement de données, on n'a pas vraiment touché ce domaine-là, cette partie-là, mais au niveau du traitement de données, on se dit qu'il y a des traitements de données effectués par des programmes, par des logiciels spécifiques. Vous pouvez traiter vos données avec des programmes qui existent. Vous pouvez utiliser des options cloud. Vous pouvez développer vos propres programmes. Et on a dit dans des cas plus complexes que si vous utilisez, par exemple, si vous êtes dans le cas du computer vision, vous pouvez utiliser les algorithmes, par exemple, de détection des personnes. Je pense que c'est des choses qui vont arriver. On va identifier peut-être dans une image, si je prends par exemple le cas de la surveillance. Si vous voulez surveiller, il faudrait que la caméra qui surveille puisse pas seulement avoir le flux vidéo, pas seulement filmer en vidéo, mais pouvoir aussi identifier s'il y a une personne dans l'image. Et lorsqu'il identifie qu'il y a une personne, on peut donc générer ou envoyer une alerte au client final, à celui qui doit savoir, celui qui doit avoir les décisions. Donc, ça, c'est un exemple concret du traitement de ces données. Maintenant, au niveau à la dernière étape, qui est tout simplement les interfaces utilisateurs, voilà où votre background peut aussi intervenir. Donc, comme on avait dit, dans le premier meeting, on avait dit que travailler dans le monde de l'IoT, c'est pas seulement travailler sur le premier niveau, la première couche qui sont les capteurs. Donc, vous pouvez travailler aussi à la dernière couche qui est l'interface utilisateur. Vous pouvez développer des applications mobiles. Vous pouvez développer des interfaces en machine pour que votre client final puisse interagir, puisse consulter ces données. Donc, je pense que c'est ça le résumé pour cette soirée. C'est vraiment ça le résumé pour cette soirée. C'est de ça qu'il était question. Donc, Cédric, est-ce que vous avez quelque chose à encore ajouter sur les 2 dernières couches, interface utilisateur et traitement de données? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Déjà sur l'interface utilisateur, ça appelle ici à développer ici des fronts, côté front, de façon d'utiliser des technologies très légères, très légères, afin de traiter rapidement. Et ça n'exclut pas la notion du big data. Ça n'exclut pas la notion du big data. Parce que traiter les données aussi, il y a une masse de données qui est stockée, le traitement de celles-là, la détection des inconvénients et des anomalies et l'acquisition de l'information, c'est très important. Donc, vraiment, je pense que on doit plutôt trouver dans les prochaines séances différentes couches. Oui, justement, différentes couches. Big data, parce que le big data est important pour parler de travailler. Et même les applications d'exploitation, ça mérite vraiment tout un poste. C'est encore très vague parce que nous sommes encore au début et au fur et à mesure, nous allons entrer un peu plus profond. Ah oui. Actuellement, je pense que c'est terminé pour cette présentation. Ça a été un peu long, donc 1 heure, je pense. Bon, là,
J'aimerais savoir. J'aimerais que chacun puisse écrire peut-être un commentaire. Ouais, ouais. Ouais, si, en commentaire s'il veut intervenir et ensuite on va tout simplement unmuter son micro. Je pense que Sir Victor, tu étais avec nous. J'ai l'impression que c'est lui. Oui, c'est Monsieur Photo. Il voulait Ouais. m'intervenir. Ah, ok. Votre micro est unmuté déjà. Vous pouvez intervenir si vous le voulez. Voilà. OK. Bonsoir à tous. Merci. J'ai apprécié énormément vos différentes interventions. C'est bien. Félicitations. Mais vous savez, je suis quelqu'un de très, très pratique. Et j'aime surtout que quand on fait un débat comme celui-ci, qu'on voit dans quel cas est-ce qu'il faut l'appliquer. Et je voudrais aussi insister, je ne vais pas revenir sur vos notions, mais je voudrais insister sur un fait ici, qu'il faudrait que nous, les jeunes informaticiens ou bien les prochains, c'est-à-dire les acteurs réels du développement, qu'on comprenne qu'on ne doit pas faire les erreurs que les autres ont. Désolé, il y a un souci de... Je profite pour dire que il faudrait très bien aussi, surtout aux panélistes, mentionner le fait que savoir que pour acheter mon système, analyser même les données à la fin là, c'est une autre chose. Développer des applications, des couches applicatives telles que vous avez pris, telles que vous avez dit, c'est encore autre chose. Donc, il ne faut pas que quelqu'un ici, parce qu'il a entendu parler de l'IoT, cherche à tout embrasser. C'est ça qu'il va finir par se trouver devant une grosse pierre qu'il ne pourra même pas transporter. Parce que personne ne peut transporter cette grosse pierre qui est l'IoT. Et maintenant, la deuxième chose que je suggère ici, c'est que il faudrait plutôt, vous avez si bien dit, en Afrique, on a encore des problèmes d'IoT. Je vais dire l'IoT est quasiment à l'étape embryonnaire. 2%, Ouais. s'il faut dire comme ça, 2%. Ça, c'est vrai, c'est vraiment embryonnaire. Donc maintenant, la réflexion qui se dégage ici, parce que je ne voudrais pas trop qu'on revienne dans les concepts qu'on peut bien et bel et bien voir et découvrir. Je voudrais que vous trouviez un moyen pour aller très vite dans les concepts et que la réflexion ici table sur plutôt comment est-ce qu'on peut faire pour que chacun ici, chacun des participants puisse poser sa pierre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ce groupe puisse poser sa pierre sur le plan de développement, afin que dans les prochains mois ou années à venir, qu'on voit de façon concrète les applications de l'IoT en Afrique et au Cameroun particulièrement. Ça serait vraiment quelque chose de génial. Ouais, et il faut dire que arriver à ça, il faut d'abord que les mains changent. Parce que je vais vous dire une chose à titre de commentaire. La vidéo que vous avez par exemple, que monsieur qu'on a présenté, c'est parce que les gens ont accepté qu'on implante les capteurs dans l'organisme. Alors, la question que je vais vous poser, quand vous regardez le comportement des Africains, est-ce que vous trouvez un Africain accepter qu'on lui implante un capteur? Non. Vous voyez? C'est un peu Il faut compliqué. donc trouver des mots, justes. Il peut accepter, mais il faut trouver des mots justes pour l'amener à comprendre la nécessité d'implanter un capteur dans son organisme. Donc, c'est un peu ça. Il y a tellement de choses à faire. Et voilà un peu ce que je voudrais apporter comme modeste contribution à cette initiative qui est vraiment très louable. Merci beaucoup, cher, pour votre intervention. Tout ce que vous avez dit, c'est très vrai. C'est très vrai, on y pense. Et je pense qu'avec l'évolution, avec le programme que nous avons redéfini, on va essayer d'insérer beaucoup plus de choses et penser à ce que vous avez dit. Bon, place aux questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit? S'il y a des questions, signalez-vous en chat. Ensuite, on active votre micro et si vous avez des préoccupations, Sœur Eric est encore venu pourra vous répondre. Des questions?
Kamel Dulaco, salut. Monsieur Kamel Dulaco. Ok, des questions? On a encore pratiquement 28 minutes avant que le meeting ne soit complètement fini. Donc, si je reviens à ce que Sir Victor a eu à expliquer, c'est vraiment très pertinent parce que lorsqu'on prend, par exemple, ces 4 composants de l'IoT, c'est difficile de pouvoir tout prendre, de pouvoir développer toutes ces compétences-là pour travailler sur tous ces composants, quoi. Donc, vraiment, comme il a dit, chacun devrait identifier la couche dans laquelle il devrait se situer et travailler dans cette couche-là. Si vous êtes un développeur mobile, web et tout, vous pouvez vous concentrer dans la 3e couche. Si vous êtes peut-être un ingénieur en génie électrique, je ne sais pas trop. Si vous touchez au système embarqué, vous pouvez commencer à programmer des microcontrôleurs, des cartes comme Arduino, Raspberry et autres. Si vous vous situez dans la partie data processing, donc vous êtes dans la 3e couche, si vous êtes un expert en réseau, parce que la connectivité aussi, ça nécessite de la sécurité. Si vous êtes un expert en réseau, vous vous situez dans la 2e partie. Okay. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? S'il y a des questions. Ok, donc on va donner 3 à 5 minutes si tu n'as pas de questions. Je pense qu'on va conclure. Monsieur Celesto, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui. Il y a eu trop de soucis de connexion. C'est pas trop beaucoup. Ah, ok, justement. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la communauté, des différentes communautés qui existent et il faut suivre Facebook et tout? Bon, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, j'ai envoyé un lien pour le groupe Facebook. Bon, nous savons tous que WhatsApp, ça a un nombre de participants très limité. Je pense que c'est 256 participants, je crois bien. Ouais. Donc, si on veut s'en tenir à ce nombre, c'est vraiment petit pour une communauté. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un groupe Facebook. Donc, là-bas, puisque c'est là-bas, c'est partagé pour que nous puissions aussi travailler là-bas. D'accord. Donc, là-bas, nous allons plus nous élargir encore là-bas. Il y a aussi la page Cameroun IoT. Donc, le nom du groupe aussi, c'est Cameroun IoT Community. Le nom de la page également. Donc, je vous invite à liker la page et à partager pour que nous soyons un peu plus visibles. Oui, justement, pour avoir plus de visibilité. Et il y a aussi le canal Telegram, pour rappel. Le canal Telegram que vous pouvez rejoindre peu importe où vous êtes dans le monde. Non, il y a beaucoup de. Donc, nous allons essayer de repartir, la communauté un peu sur tous les réseaux, sur tous les réseaux les plus utilisés possibles. D'accord. Donc, il y a beaucoup qui sont encore en cours. Ok, donc jusqu'ici, pas de questions. Je pense qu'on va devoir conclure. Eric, encore quelque chose à dire avant qu'on ne ferme cette session d'aujourd'hui? Ok, vraiment, c'est un plaisir, ça a toujours été un plaisir pour moi d'échanger avec vous et de partager avec vous toute cette passion. Vous savez, j'ai toujours dit que ce soit dans un cadre académique, que nous ne devons pas être de ceux qui font des applications qui vont être jetées après. Vous savez ça. Nous devons faire des applications qui doivent impacter sur l'environnement.
nous allons faire des projets porteurs. L'Afrique en général, vous voyez même aujourd'hui, lorsque quelqu'un tu fais une start-up, il utilise un peu les drones pour faire un service que ce soit. Il a déjà créé, il est connu, c'est tout. Or, le concept Big Data, le concept IoT, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que dans les autres domaines, devait être exploité. Et nous, en Afrique, on a le potentiel. Je pense que c'est une communauté qui va grandir et que c'est mon souhait que nous ayons des projets innovants et très porteurs. Parce que c'est vrai que nous allons échanger ici, mais nous allons appeler à tout le monde à contribuer dans notre espace GitHub. À contribuer. C'est ça la communauté, le partage. Parce que vous pouvez découvrir quelque chose, mais là où vous vous limitez, c'est là où votre ami continue. Et à la fin, vous produisez quelque chose de robuste. Vous voyez, les systèmes, les communautés créent toujours des systèmes très robustes. Et c'est ça à ça que nous devons arriver. Bon, j'exhorte tout le monde déjà à avancer. Si quelqu'un a un capteur, a un équipement, a un système, a une pensée ou une idée, qui n'hésite pas à contacter le service de communication, à contacter les différents membres qui sont assez disponibles. Jusqu'à moi, je suis très disponible pour ça. Pourquoi on échange par rapport à ça et qu'on trouve les moyens de faisabilité de cela? N'oublions pas, nous devons faire des projets. Restons concrets, comme j'ai souvent dit, restons concrets. Et vraiment, les choses vont avancer. Merci. D'accord. Merci beaucoup à tous. Célestin Foguet, un dernier message pour qu'on puisse conclure. Bon, il va seulement rajouter ce que nous bon. Donc, il invite vraiment les gens, tous les participants de la communauté à s'y mettre vraiment. Donc, il faudrait que c'est pas une petite tâche. Donc, il faut vraiment s'y mettre. Donc, notre premier but d'abord, c'est d'étudier, de pousser encore nos études afin de multiplier aussi nos. Donc, il faut que nous ayons un bon niveau. Donc, il faut que chacun se mette avec un bon niveau avant que nous puissions réaliser nos projets et multiplier nos chances d'avoir aussi des projets. Puis c'est ça le but. D'accord. De se faire un emploi. Ok. Donc, ok, merci. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci à tous ceux qui ont été là pour ce meeting, cette partie 2, qu'on va transformer bientôt en podcast. Donc, s'il y a les moyens pour le faire. Je remercie vraiment, M. Eric, pour votre disponibilité ce soir, pour nous avoir accordé cette opportunité de causer avec nous, de nous édifier un peu plus par rapport au système embarqué. Merci. C'est un plaisir. C'est partagé. D'accord, merci beaucoup. Merci pour tous les intervenants. Et, merci, monsieur. Merci. Ok. Vous pourrez retrouver la suite ou bien tout simplement l'intégralité de ce meeting sur la chaîne YouTube YonDev que vous pourrez trouver plus tard. Si vous n'avez pas suivi toutes les parties ou bien si certaines parties vous ont échappé, vous pouvez retrouver cela plus tard sur la chaîne YouTube YonDev. Donc, je vous dis bonne soirée. Merci, vraiment merci pour tout. Et on va conclure là. Je pense que je vais arrêter le meeting. Chacun devrait déjà normalement se retirer. OK, bon. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Monsieur, bonsoir, monsieur. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.